Partie 4. Un fait surprenant se produisit alors. L'étranger, qui était resté bizarrement absorbé par l'échiquier déjà débarrassé, sursauta en sentant tous les yeux fixés sur lui et en s'entendant interpeller avec un tel enthousiasme. Son visage parut troublé. « Jamais de la vie, messieurs, bégaya-t-il, visiblement confondu. C'est tout à fait impossible. Je ne saurais entrer en considération. Il y a 20 ou 25 ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission, et je m'aperçois maintenant seulement combien c'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un opportun qui ne recommencera pas, je vous assure. » Et avant que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce. « Cela ne se passera pas ainsi, » tonna le bouillant MacConnor en frappant du poing sur la table. 25 ans que cet homme n'a pas joué aux échecs, c'est tout à fait impossible. Il combinait chaque coup, chaque riposte au moins 5 ou 6 coups à l'avance. Personne ne peut jouer ainsi tout de go. C'est absolument impossible, n'est-ce pas? Il s'était tourné sans le vouloir vers Chentovitch en disant ces derniers mots. Mais le champion du monde resta impassible. « Je ne puis en juger. Il est certain que monsieur a joué de manière un peu étonnante et non sans intérêt. C'est pourquoi je lui ai intentionnellement laissé une chance. » Tout en parlant, il se leva et ajouta négligemment de sa voix neutre. « Si l'un ou l'autre de ces messieurs désirait faire une autre partie demain, je suis à leur disposition dès 3 heures de l'après-midi. » Nous ne pûmes réprimer un léger sourire. Nous savions tous que Chentovitch n'avait pas eu à se montrer généreux envers notre sauveteur inconnu et que sa remarque n'était qu'un naïf subterfuge servant à cacher sa mésaventure. Notre désir d'abaisser un orgueil aussi invétéré s'en accrut. Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse à la pensée que sur ce bateau en plein océan, Chentovitch pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier. À cela s'ajoutait encore l'attrait du mystère dans lequel était apparu notre héros juste à l'instant critique et le contraste de sa modestie presque excessive avec l'imperturbable arrogance du professionnel. Qui était cet inconnu? Le hasard nous avait-il fait découvrir un nouveau génie de l'échiquier? Ou bien était-ce un maître déjà célèbre qui nous cachait son nom pour un motif impénétrable? Nous débattions ces questions avec la plus grande animation, et les hypothèses les plus hardies ne l'étaient point encore assez pour concilier la timidité de l'étranger et sa surprenante confession avec son évidente connaissance du jeu d'échecs. Sur un point cependant, nous étions unanimes. Nous ne voulions à aucun prix renoncer au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous convînmes de tout tenter pour décider l'inconnu à jouer une partie contre Chentovitch le lendemain, et MacConnor s'engagea à couvrir les risques financiers de l'affaire. Sur ces entrefaites, on apprit en interrogeant le steward que l'étranger était autrichien et je fus chargé, puisque j'étais son compatriote, de lui présenter notre requête. Je vis fait de le retrouver sur le pont où il s'était réfugié sans tarder. Il lisait, étendu sur sa chaise longue. Avant de l'aborder, je le considérai longuement. Sa tête anguleuse s'appuyait au coussin dans une pose un peu lasse, et l'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau. Ses cheveux étaient tout blancs, j'avais, je ne sais pourquoi, l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchai de lui et se présenta. Son nom, qui me fut aussitôt familier, était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée. Je me souvins qu'un très proche ami de Schubert l'avait porté, ainsi qu'un des médecins du vieil empereur. Lorsque j'eus fait part au docteur B de notre désir qu'il acceptât le défi de Chentovitch, il sembla très déconcerté. Je découvris qu'il n'avait pas eu la moindre idée qu'il jouait contre un champion, et même contre le champion le plus célèbre de l'époque. Ce fait parut l'impressionner beaucoup, car il me demanda plusieurs fois et avec insistance si j'étais sûr de ce que j'avançais et si son adversaire était vraiment un maître aussi connu. Cela facilita ma tâche comme je le vis bientôt. Cependant, je sentais en lui tant de délicatesse que je jugeai plus à propos de ne rien dire des risques matériels que MacConnor prenait à sa charge en cas de défaite.
Après un long moment d'hésitation, Monsieur B se déclara prêt à disputer une partie, mais non sans m'avoir expressément prié d'avertir encore une fois ces messieurs qu'ils ne devaient pas fonder de trop grands espoirs sur ses talents. Car, ajouta-t-il avec un sourire pensif, j'ignore en vérité si je suis capable ou non de jouer une partie d'échecs selon toutes les règles. Croyez-moi, c'était sans aucune fausse modestie que j'ai affirmé n'avoir pas touché à un échiquier depuis le temps où j'étais lycéen, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, et je n'étais même alors qu'un joueur insignifiant. Il disait cela avec tant de simplicité que je ne pouvais douter le moins du monde de sa sincérité. Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement de ce qu'il pût se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres qu'il avait cités. Il devait s'être beaucoup intéressé aux échecs, théoriquement du moins. À ces mots, M. B eut de nouveau son étrange sourire songeur. « Si je m'en suis occupé, Dieu seul sait à quel point ce que vous venez de dire est vrai, mais la chose se produisit dans des circonstances tout à fait particulières, voire uniques. C'est une histoire assez compliquée, et qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons. Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure. » D'un geste, il m'avait invité à m'asseoir sur la chaise longue à côté de la sienne. J'acceptai de bon cœur. Nous étions seuls. Monsieur B ôta ses lunettes, les posa et commença. « Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois et que vous vous souveniez du nom de ma famille. Cependant, je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais avec mon père d'abord, puis tout seul. Car nous ne défendions pas de causes éclatantes, celles dont on parle dans les journaux, et nous ne cherchions pas à augmenter notre clientèle. En réalité, nous ne plaidions plus à proprement parler. Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et à administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père, ancien député du parti clérical, avait des relations étroites. En outre, je puis vous le dire sans indiscrétion, puisque aujourd'hui la monarchie relève de l'histoire ancienne, quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune. Ces liens avec la cour et le clergé dataient de 2 générations déjà. Un de mes oncles était médecin de l'empereur, un autre abbé à Settenstetten. Nous n'avions qu'à les maintenir. C'était là une activité tranquille, et je dirais discrète, vu la confiance qui nous était échue par voie d'héritage et qui ne demandait, pour nous être conservée, qu'une extrême réserve et une honnêteté éprouvée, de qualité que feu mon père possédait au plus haut degré. Il réussit en effet à garder ses clients une partie considérable de leur fortune, malgré l'inflation et la Révolution. Lorsque ensuite Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions et négociations se firent par notre moyen de l'autre côté de la frontière pour éviter au moins la saisie des biens mobiliers de nos clients. Et à ce moment-là, nous en savions plus, mon père et moi, sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la maison impériale que le public n'en apprendra jamais. Mais précisément, le caractère discret de notre bureau, il n'y avait même pas de plaque à notre porte, et la prudence avec laquelle nous évitions ostensiblement tous deux les milieux monarchistes, paraissaient nous mettre le plus à l'abri possible des enquêtes importunes. Le fait est qu'aucune autorité en Autriche ne se douta jamais que, durant toutes ces années, de très importants documents et le courrier secret de la maison impériale passaient presque sans exception par l'insignifiante étude que nous avions au 4e étage d'une maison. Or, les national-socialistes, bien avant de mettre sur pied leurs armées et de les lancer contre le monde, avaient organisé dans tous les pays voisins une autre légion, aussi dangereuse et bien entraînée, celle des laissés pour compte, des aigris et des mécontents. Ils s'étaient insinués en installant leurs cellules, comme ils disaient, dans chaque bureau, dans chaque entreprise, et avaient leur poste d'espionnage et leurs mouchards jusque dans le cabinet particulier de Dollfussette de Schuschnigg. J'appris, hélas, trop tard, qu'elles avaient leur homme aussi dans notre petite étude. Ce n'était à vrai dire qu'un pitoyable commis, très peu capable, que nous avions engagé sur la recommandation d'un curé, et simplement pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire. Nous ne lui confions rien d'autre que des courses inoffensives, le soin de répondre au téléphone et de ranger des documents, mais seulement ceux qui étaient insignifiants et sans aucune importance. Il n'était jamais autorisé à ouvrir le courrier. J'écrivais moi-même à la machine toutes les lettres importantes, sans en laisser de copie au bureau.
J'emportai chez moi les documents de valeur et donnai mes consultations secrètes exclusivement au prieuré du couvent ou dans le cabinet de mon oncle. Grâce à ces précautions, ce mouchard n'avait rien d'intéressant à épier au bureau. Il fallut un hasard malheureux pour que l'ambitieux individu s'aperçût qu'on se méfiait de lui et que toutes sortes d'affaires sérieuses se passaient derrière son dos. Peut-être en mon absence, un messager imprudent a-t-il parlé de « Sa Majesté » au lieu de l'appeler le baron Berne, comme il était convenu, ou bien le gredin a-t-il ouvert des lettres, contrairement aux ordres reçus. Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller avant que j'en eusse le moindre soupçon. Ce n'est que beaucoup plus tard, et longtemps après avoir été arrêté, que je me rappelai le zèle subit dont il avait fait preuve dans les derniers temps de son service chez nous, contrairement à sa nonchalance du début, et l'insistance avec laquelle il m'avait offert à plusieurs reprises de mettre mon courrier à la poste. Il y eut donc de ma part une certaine imprévoyance, je l'avoue, mais combien de diplomates et d'officiers n'ont-ils pas été trompés par la perfidie de la clique hitlérienne? J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention que me vouait depuis longtemps la Gestapo. Le soir même où Schuschnigg annonçait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais déjà arrêté par des hommes de la SS. J'avais par bonheur pu brûler les papiers les plus importants, sitôt après avoir entendu le discours d'adieu de Schuschnigg, et à la dernière minute, juste avant que les sbires n'enfoncent ma porte, expédier à mon oncle, dans une corbeille de linge, par l'intermédiaire de ma vieille et fidèle gouvernante, tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres que les couvents et 2 archiducs possédaient à l'étranger. Monsieur B interrompit son récit pour allumer un cigare. À la vive lueur de la flamme, je remarquai qu'un tic nerveux, qui m'avait déjà frappé auparavant, en tordait le coin droit et revenait toutes les quelques minutes. Ce n'était qu'un mouvement fugitif, à peine perceptible, mais il donnait à tout son visage une expression étrangement inquiète. Vous vous figurez sans doute que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration où furent conduits tant d'Autrichiens restés fidèles à notre vieux pays, et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures que j'y souffris. Mais il ne m'arriva rien de pareil. Je fus classé dans une autre catégorie. On ne me mit pas avec ces malheureux sur lesquels on se vengeait d'un long ressentiment par des humiliations physiques et psychiques, mais dans cet autre groupe beaucoup moins nombreux, dont les national-socialistes espéraient tirer de l'argent ou des renseignements importants. Ma modeste personne, bien sûr, ne présentait en elle-même aucun intérêt pour la Gestapo. Mais on devait avoir appris que nous avions été les hommes de paille, les administrateurs et les hommes de confiance de leurs adversaires les plus acharnés, et ce que l'on espérait obtenir de moi, c'était des renseignements. Des documents qu'on tournerait en preuves accablantes, des transferts de fonds réalisés par les couvents, des documents aussi contre la maison impériale et contre tous les Autrichiens fidèles et dévoués à la monarchie. On se disait, et non sans raison en effet, que les fortunes passées entre nos mains avaient dû laisser de respectables restes dans quelque endroit inaccessible à leur cupidité. Aussi, on m'arrêta dès le premier jour pour tenter de m'extorquer ces secrets au moyen de méthodes dont on connaissait les excellents résultats. Les gens de cette catégorie dont on voulait tirer des renseignements ou de l'argent n'étaient donc pas mis en camp de concentration, on leur réservait un sort spécial. Vous vous souvenez peut-être que ni notre chancelier, ni le baron Rothschild, dont ils espéraient que les familles livreraient des millions, ne furent enfermés derrière des fils de fer barbelés, mais qu'on leur fit l'apparente faveur de les installer dans un hôtel où ils eurent chacun leur chambre particulière. C'était l'hôtel Métropole, celui-là même où la Gestapo avait établi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur. Une chambre particulière dans un hôtel, peut-on rêver traitement plus humain, n'est-ce pas? Et pourtant, croyez-moi, c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée, mais non pas plus humaine, qu'on nous logeait en personnalités importantes dans des chambres d'hôtel particulières et convenablement chauffées, plutôt que dans des baraques glacées et avec 20 personnes. Car la pression qu'on voulait exercer sur nous pour nous arracher les renseignements recherchés était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et des tortures corporelles. C'était l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer. On ne nous faisait rien, on nous laissait seulement en face du néant, car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. En créant autour de chacun de nous un vide complet,
en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur, on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres de l'intérieur plus sûrement que les coups et le froid. Au premier abord, la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte, un lit, une chaise, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée nuit et jour, il m'était interdit d'avoir un livre, un journal, du papier ou un crayon. Et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Autour de moi, c'était le néant, j'y étais tout entier plongé. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps, mon crayon afin que je ne puisse plus écrire, mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines. On me refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais jamais aucune figure humaine, sauf celle du gardien qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question. Je n'entendais jamais une voix humaine. Jour et nuit, les yeux, les oreilles, tous les sens ne trouvaient pas le moindre aliment, on restait seul, désespérément seul en face de soi-même, avec son corps et 4 ou 5 objets muets. La table, le lit, la fenêtre, la cuvette. On vivait comme le plongeur sous sa cloche de verre dans ce noir océan de silence, mais un plongeur qui pressent déjà que la corde qui le reliait au monde s'est rompue et qu'on ne le remontera jamais de ses profondeurs muettes. On n'avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir. Autour de soi régnait le néant vertigineux, un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. On allait et venait dans sa chambre avec des pensées qui vous trottaient et vous venaient dans la tête, sans trêve, suivant le même mouvement. Mais, si dépourvues de matière qu'elles paraissaient, les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui, faute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant, elles non plus. On attendait quelque chose du matin au soir, mais il n'arrivait rien. On attendait, recommençait à attendre. Il n'arrivait rien. À attendre, attendre et attendre, les pensées tournaient dans votre tête, jusqu'à ce que les tempes vous fassent mal. Il n'arrivait toujours rien, on restait seul, seul, seul. Cela dura 15 jours, pendant lesquels je vécus hors du temps, hors du monde. La guerre eût éclaté, que je n'en aurais rien su. Le monde se composait plus pour moi d'une table, d'une porte, d'un lit, d'une chaise, d'une cuvette, d'une fenêtre et de 4 murs sur lesquels je regardais fixement le même papier. Chaque ligne de son dessin mouvementé s'est gravée comme au burin dans les replis de mon cerveau tant je les regardais. Enfin commencèrent les interrogatoires. On était appelé brusquement, sans bien savoir si c'était la nuit ou le jour. On vous conduisait à travers des corridors, on ne savait pas où. On attendait ensuite quelque part, sans savoir où on était, puis on se trouvait tout à coup devant une table autour de laquelle étaient assis quelques personnages en uniforme. Sur la table, il y avait une liasse de papier, un dossier dont on ne savait ce qu'il contenait, et aussitôt commençaient les questions, les franches et les perfides, celles qui en cachent d'autres, celles qui cherchent à vous prendre au piège. Pendant que vous répondiez, des mains étrangères et hostiles feuilletaient ces papiers dont vous ne saviez ce qu'ils contenaient, des doigts étrangers et hostiles griffonnaient un procès-verbal sans que vous sachiez ce qu'ils écrivaient. Mais le plus redoutable pour moi dans ces interrogatoires, c'était de ne jamais pouvoir deviner ce que, grâce à son espionnage, la Gestapo connaissait réellement de la marche de mes affaires et ce qu'elle voulait apprendre de moi. Comme je vous l'ai dit, j'avais expédié à mon oncle, à la dernière minute et par l'intermédiaire de ma gouvernante, les documents les plus compromettants. Mais les avait-il reçus? Ne les avait-il pas reçus? Et jusqu'à quel point mon employé m'avait-il trahi? Qu'avait-on pu saisir de mes lettres? Qu'avait-on tiré, peut-être déjà, d'un pauvre prêtre habilement interrogé dans l'un des couvents que nous représentions? On me questionnait, on me questionnait, on me questionnait. Quel titre avais-je acheté pour ce couvent? Avec quelle banque étais-je en correspondance? Connaissais-je monsieur un tel? Recevais-je des lettres de Suisse? Et comme je ne pouvais me faire une idée exacte de ce qu'on savait déjà, chacune de mes réponses comportait une écrasante responsabilité. Si je reconnaissais quelque chose qu'on ne savait pas, j'envoyais peut-être quelqu'un à la mort. Si j'en taisais trop, je me nuisais à moi-même. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour à ce néant, juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Car à peine étais-je seul avec mes pensées que je me mettais à refaire l'interrogatoire, à songer à ce que j'aurais dû répondre de plus habile,
à ce que je devrais dire la prochaine fois pour écarter le soupçon que j'avais peut-être éveillé par une remarque inconsidérée. J'examinais, je creusais, je sondais, je contrôlais chacune de mes dépositions, je repassais chaque question posée, chaque réponse donnée, j'essayais d'apprécier ce que leur procès-verbal pouvait avoir enregistré, tout en sachant bien que je n'y parviendrais jamais. Mais ces pensées, une fois mises en branle dans cet espace vide, elles tournaient dans ma tête, faisant sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons et me poursuivant jusque dans mon sommeil. Ainsi, une fois fini l'interrogatoire de la Gestapo, mon propre esprit prolongeait inexorablement son tourment avec autant ou peut-être même plus de cruauté que les juges qui levaient l'audience au bout d'une heure, tandis que dans ma chambre, cette affreuse solitude rendait ma torture interminable. Autour de moi, jamais rien d'autre que la table, l'armoire, le lit, le papier peint, la fenêtre. Aucune distraction, pas de livre, pas de journal, pas d'autre visage que le mien, pas de crayon qui m'eût permis de prendre des notes, pas une allumette pour jouer, rien, rien, rien. Oui, il fallait un génie diabolique, un tueur d'âme pour inventer ce système de la chambre d'hôtel. Dans un camp de concentration, il me fallut sans doute charrier des cailloux jusqu'à ce que mes mains saignent et que mes pieds gèlent dans mes chaussures. J'eusse été parqué avec 25 autres dans le froid et la puanteur. Mais du moins, j'aurais vu des visages, j'aurais pu regarder un champ, une brouette, un arbre, une étoile, quelque chose enfin qui change au lieu de cette chambre immuable, si horriblement semblable à elle-même dans son immobile fixité. Là, rien qui puisse me distraire de mes pensées, de mes folles imaginations, de mes récapitulations maladives. Et c'était justement ce qu'il voulait, me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent et que je ne puisse faire autrement que de les cracher, pour ainsi dire, d'avouer tout ce qu'il voulait, livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés. Je sentais que mes nerfs peu à peu commençaient à se relâcher sous cette atroce pression du néant, et je me raidissais jusqu'à la limite de mes forces pour trouver ou pour inventer une diversion. En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais, tant bien que mal, tout ce que j'avais appris par cœur autrefois, chants populaires et rimes enfantines, passages d'Homère appris au lycée, paragraphes du Code civil. Puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner, de diviser des nombres quelconques. Mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien. Je ne pouvais me concentrer sur rien. La même pensée se glissait partout. Que savent-ils? Qu'ai-je dit hier? Que dois-je dire la prochaine fois?